De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité journaliste Touré Bongali est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Daoud Attal et Malika Cher. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. En Guinée, les syndicats ont très souvent été à l'avant-garde des acquis sociaux, avec par exemple le nom historique de Sékou Touré au général de Gaulle. C'était en 1958, véritable contre-pouvoir face aux régimes qui se sont succédés dans le pays. Le mouvement syndical guinéen est-il toujours aussi dynamique? Élément de réponse avec ce reportage à Conakry de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. La Guinée a connu un mouvement syndical très précoce, porté par Sékou Touré, pour qui le syndicalisme fut un tremplin pour une carrière politique. En 1958, les Guinéens disent non au référendum parrainé par le gouvernement français sur l'union partenariat avec la France et choisissent l'indépendance totale qu'ils obtiennent le 2 octobre 1958 avec le camarade syndicaliste Sékou Touré à la tête du pays. Durant le règne de 26 ans de pouvoir du général Lansana Conté, puis de la transition dirigée par le CNDD après son décès en 2008, le mouvement syndical s'est illustré comme un véritable contre-pouvoir face aux dérives des dirigeants du pays, dans une unité d'action qui faiblit progressivement. La Guinée, pays d'Afrique de l'Ouest, connaît un syndicalisme particulier. Il consiste à orienter la lutte contre le colonialisme et en faveur du développement du bien-être des peuples africains. Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante, doit son ascension politique au syndicalisme. Secrétaire général du syndicat des postis en 1945, il participe au Rassemblement démocratique africain, organisation favorable à la décolonisation. Élu en 1956 député à l'Assemblée nationale française et maire de Conakry, Sékou Touré, pour engager les hostilités, fait en sorte que De Gaulle soit hué lors de sa visite en Guinée. En 1958, son pays rejette tout partenariat avec l'ancienne colonie et obtient l'indépendance immédiate. Ce fut le nom historique de la Guinée à la France, porté par le mouvement syndical. M. Sékou Touré a utilisé le creuset, le volet syndical, pour pouvoir mobiliser au sein du Parti démocratique de Guinée, qui était l'appendice du RDA au niveau de toute l'Afrique. Moi, je peux même affirmer, sans aucun risque de me tromper, que la République de Guinée est née du mouvement syndical. Une semaine après la proclamation de l'indépendance du pays, le comité directeur de l'Union générale des travailleurs de l'Afrique noire se réunit à Conakry les 9 et 10 octobre 1958 et salue les développements intervenus en Guinée comme une grande victoire du mouvement syndical, puis décide de mobiliser les travailleurs des autres territoires en faveur de l'indépendance. De nombreuses réunions se tiendront depuis à Conakry et Sékou Touré, lors du colloque sur l'histoire du mouvement social africain, est qualifié du dictionnaire vivant du mouvement syndical. Avec une histoire syndicale assez vivante, la Guinée est qualifiée de pionnier du mouvement syndical en Afrique de l'Ouest. Le syndicalisme guinéen, je puis dire, a été presque le porte-parole du syndicat africain. Le syndicalisme guinéen a toujours donné l'exemple de syndicalisme en Afrique. Et cela continue. Entre 2006 et 2007, des mouvements de protestation aux allures insurrectionnelles défient le système du président Lansana Conté. Les syndicalistes revendiquent prioritairement le soutien au pouvoir d'achat, avec l'arrêt immédiat de la dépréciation du franc guinéen, la promotion de l'emploi de la protection sociale, le renforcement du dialogue social, le respect des libertés et droits syndicaux. Le mouvement est conduit par la Confédération nationale des travailleurs de Guinée et l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, les deux centrales majoritaires du pays. La grève massivement suivie dans le pays est conduite par deux leaders, Ibrahima Fofana décédé et Rabiatou Sira Diallo. Ils obtiennent du pouvoir la signature d'un protocole d'accord le 3 mars qui ne sera pas plus tard respecté par le gouvernement. Le 22 janvier 2007, environ 650 000 personnes marchent à Conakry pour de meilleures conditions de vie et une gouvernance démocratique contre le détournement et l'impunité. Le 27 janvier, un procès verbal de négociation est signé et parmi les revendications qui devraient être satisfaites, figure la désignation d'un Premier ministre de consensus au pouvoir élargi. C'est là où le mouvement syndical s'est imposé sur le plan national et ce qui a eu ses répercussions sur le plan africain. Aujourd'hui, si on clame changement, c'est nous les syndicalistes qui l'avons sonné. Avec notre trompette, on a sonné le changement et ceux qui sont venus ne pouvaient que
qu'à manger le pas. En 2009, l'Union des forces vives composée du mouvement social et des partis politiques voit le jour sur l'initiative du mouvement syndical pour faire face aux dérives du CNDD dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara à la tête du pays après la mort du général Lansana Conté le 22 décembre 2008. Dès le début janvier 2009, l'intercentrale syndicale CNTG, USTG et la société civile envoient au Conseil national pour la démocratie et le développement du chef de la junte des propositions détaillées pour une transition apaisée en Guinée. Dans celle-ci figure la description des organes de la transition, dont la création à côté du CNDD et du gouvernement de transition, d'un Conseil national transitoire CNT, organe législatif et consultatif, responsable de la relecture et du toilettage des textes juridiques fondamentaux de l'État guinéen. Ce CNT faisait office de parlement et réunissait les représentants des forces armées, de la société civile, des syndicats et des représentants des partis politiques. Le Forum des forces vives propose Rabia Toussira Diallo, présidente du CNT. Nous sommes arrivés à cet accord de Ouaga que vous connaissez, qui a mis les institutions en place, le Conseil national de la transition, le gouvernement de la transition, et petit à petit, le CNDD disparaissait. C'est la politique aussi, mais pas la politique comme les politiciens le font pour implanter les partis politiques, mais c'est un mouvement de force qui mobilise, qui défend la démocratie. De l'avis général, le mouvement syndical guinéen reste très politisé. Conséquence, plusieurs leaders sont instrumentalisés par les politiques en raison de la libéralisation de l'activité syndicale. Véritable contre-pouvoir face aux dérives des régimes qui se sont succédés depuis l'indépendance du pays en 1958, le mouvement syndical guinéen est aujourd'hui assez divisé. À l'époque, on était très puissant. Mais dès après le décès du feu président, le décès de Lansana Conté, les données ont changé. Les militaires sont venus au pouvoir et à l'époque, il y avait beaucoup plus de démagogie pour se faire plaire, pour se faire voir auprès des autorités militaires qui ne maîtrisaient pas les données. Et beaucoup ont viré dans ce sens. À Conakry, la question du dynamisme du mouvement syndical crée le débat. L'opportunisme politique de certains de ses dirigeants faiblit l'unité de l'action syndicale, mais les efforts du mouvement permettent d'améliorer progressivement les conditions de vie des travailleurs. Sur le terrain, quand même, les syndicats font assez d'efforts. La preuve, c'est que le salaire s'améliore au fur et à mesure. Ce n'est pas le gaieté de cœur que le pouvoir a accepté cela. Il a fallu des négociations avec les syndicats. Il y a aussi l'adoption des mesures par rapport à ce qu'on peut appeler le SMIG, donc le salaire minimum interprofessionnel garanti. En dépit de ces acquis, le mouvement syndical guinéen fait face à de nombreux défis. Il s'agit essentiellement de la formation des syndicalistes et du rajeunissement du secteur. Une urgence pour toutes les organisations syndicales du pays. La plupart des acteurs syndicaux ayant appris l'activité sur le tas. Un atelier de renforcement des capacités des responsables syndicaux de tous les départements ministériels a mobilisé récemment un nombre important de syndicalistes à Conakry. L'objectif étant de professionnaliser l'activité syndicale à la base en vue d'insuffler une nouvelle dynamique au mouvement syndical guinéen. Monsieur Bangali, je me retourne donc vers vous. On n'a pas eu le temps de regarder le reportage. Peut-être nous dresser un état des lieux des syndicats en Guinée. D'abord, j'aimerais rectifier votre introduction en vous disant que la Guinée n'est pas pionnière en Afrique de l'Ouest. La Guinée a toujours été pionnière en Afrique. Parce que tous les premiers mouvements syndicaux qui se sont passés en Afrique, la Guinée a été l'avant-garde. Et tous les résultats qui ont été obtenus dans les années 50, dans les années 50, parce que c'était l'heure de colonisation, avant de la décolonisation, ont été obtenus grâce à Sékou Touré. On se rappellera toujours de la grève des 72 jours qui a ébranlé toute l'Afrique occidentale française et qui a obtenu un résultat colossal, c'est-à-dire les 40 heures pour les travailleurs. Donc la Guinée a toujours été l'avant-garde du mouvement syndical en Afrique de 1945 jusqu'à nos jours. Mais aujourd'hui, s'il faut jeter un regard, c'est que on peut dire que le bilan est positif malgré des dissensions au sein de ces différents intersyndicales qui ont toujours existé. Les questions de leadership ont toujours existé. À la sortie des événements de 2007,
qui ont conduit à l'obtention d'un gouvernement de consensus, ça a créé, ou bien cela a donné naissance à des leaderships nouveaux dans le pays, Ibrahima Fofana et Adja Rabiatou Sera Diallo, qui après ils se sont vus confier d'autres responsabilités politiques qui peut-être que certains pensent aujourd'hui a un peu affaibli le mouvement syndical. Mais moi je dirais que le mouvement syndical guinéen n'est pas affaibli dans la mesure où depuis 2010, le mouvement a obtenu beaucoup de choses, notamment le salaire minimum, l'augmentation du salaire des travailleurs qui atteint aujourd'hui le seuil des 100%. En 2010, l'hierarchie A, échelon 1, avait environ 500 000 francs guinéens aujourd'hui, et dans les 1 million, vous avez aujourd'hui des travailleurs en Guinée qui gagnent 2 millions de francs guinéens comme salaire. Donc, globalement, on peut... Vous jugez une bonne évolution des années 50 à 2015. Pour vous, les syndicats guinéens sont toujours aussi efficaces? Oui, ils sont toujours efficaces. Bon, il faut le reconnaître aussi que dans les années 60, depuis 1964, la fameuse grève des enseignants, le mouvement syndical s'est beaucoup affaibli. Les gens, on oublie souvent ce facteur. Parce que Sékou Touré, lui d'abord, c'est grâce au mouvement syndical, je le rappelais tout à l'heure, la grève de 72 jours en 1963, Sékou Touré était un syndicaliste. C'est grâce au mouvement syndical qu'il a implanté son autorité partout en Guinée, en Afrique de l'Ouest, et même à l'Occident. Parce qu'avant, tout le mouvement syndical africain était rallié à la CGT de la France. C'est grâce à Sékou Touré, Sékou qui a permis la création du mouvement syndical autonome africain. Donc, il revient comme président de la République. Le premier mouvement de protestation en 1964, c'était l'ère du bicéphalisme international, c'est-à-dire le Nord et le Sud. Il a pensé que c'était un processus de déstabilisation de son pouvoir et il a usé de tous les moyens pour affaiblir. Après, le mouvement a repris naissance après l'arrivée de militaires au pouvoir, ce qui a abouti en 2007 à la consécration, en tout cas à l'état, à l'âge d'or du mouvement syndical guinéen. Daouda, vous partagez ce regard très positif sur les syndicats guinéens qu'a porté M. Bangali? Oui, je pense que Sékou Touré, effectivement, est en quelque sorte le chantre même du syndicalisme en Afrique. Ça c'est une évidence. Maintenant, il y a eu quand même des dissensions entre le président Sékou Touré et justement d'autres leaders politiques africains, notamment Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, etc. Mais ça reste vrai que la Guinée demeure en tout cas en chef de file pendant ces années, effectivement. Mais attention, Monsieur Bangali, oui, attention, la dissension du point de vue politique a existé, mais du point de vue syndical n'a jamais existé parce que si vous demanderez les historiens, ils vous diront que Sékou était beaucoup ami avant l'indépendance avec Houphouët-Boigny. Et dans le mouvement syndical, il a toujours été soutenu par Houphouët-Boigny parce que Houphouët-Boigny, du point de vue politique, qui a lancé le RDA en 1946, s'est retrouvé aussi avec un autre mouvement syndical africain qui était affilié au mouvement syndical européen, français. Donc, c'était à l'époque une véritable symbiose entre les deux hommes. C'est vrai qu'il y a eu des dissensions politiques, mais je ne pense pas qu'il y a eu des dissensions du point de vue mouvement syndical en Afrique. Daouda? Je parle bien entendu des dissensions politiques, parce que, rappelons-le, à l'époque, on était encore à l'époque coloniale. Donc, l'ancienne puissance coloniale sentait bien venir, justement, à un moment donné, le nom de Sékou Touré au référendum. Donc, quelque part, il y a eu des jeux de pouvoir, une sorte, entre guillemets, d'infiltration au niveau des dirigeants africains par l'ancienne puissance coloniale, justement, pour éviter qu'il y ait un seul mouvement globalement unifié des syndicats en Afrique. Et ça, dans toute l'Afrique, on ne l'a pas réussi d'ailleurs, de toute façon. Maintenant, il n'y a pas de dissension, effectivement, au niveau personnel, puisque la lutte était la même, que ce soit Senghor au Sénégal, ou Houphouët en Côte d'Ivoire, ou Sékou Touré en Guinée. Maintenant, sur ce que M. Bangali disait par rapport à
aux avancées en matière syndicale, ben, sans doute c'est une bonne chose, hein, c'est clair et net. Maintenant, l'augmentation des salaires de la fonction publique, c'est une bonne chose sans doute. Il faudrait aussi voir ce que ça représente réellement en termes d'impact, parce qu'on le sait aussi que la monnaie guinéenne souffre également du fait de sa valeur. Hein. Bon, le pays également est quand même vit dans une situation de pauvreté, comme d'autres pays en Afrique aussi. Et la Guinée a souffert justement du fait qu'elle ait milité à l'époque en faveur du communisme, en quelque sorte, hein, le rapprochement à l'époque de la guerre froide, le bloc occidental contre le bloc socialiste. Hein. Du coup, la Guinée n'a pas pu bénéficier de l'aide publique au développement comme d'autres pays l'ont fait. Bon, on ne va pas dire que l'aide publique au développement c'était une chose absolument formidable, étant donné qu'elle a maintenu la plupart des pays africains dans une situation de dépendance. Mais bon, enfin, à l'époque, ça permettait quand même de, en quelque sorte, pouvoir répondre à un certain nombre de choses. Et du fait que la Guinée se positionnait du bloc soviétique, socialiste, on va dire, pendant la guerre froide, elle a été quelque part sanctionnée en termes d'aide au développement, etc. Bon, aujourd'hui, si la situation repart grâce à ce syndicalisme, cet héritage historique, je dis que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut voir entre le syndicalisme et les jeux politiques en Guinée, il faut y voir clair aussi. Alors, Malik, une chose qu'on ne peut pas enlever aux syndicats guinéens, c'est leur dynamisme. C'est leur dynamisme. Pourquoi? Parce que l'opposition, parfois, ne fait pas son travail. Et quand vous n'avez pas une opposition qui est, je dirais, là pour proposer des choses, pour améliorer le cadre économique et social, par exemple, là en Guinée, mais dans d'autres pays d'Afrique, vous avez les syndicats qui restent l'organisation la mieux à même de proposer au pouvoir central des revendications des citoyens et des revendications qui sont légitimes, je dirais. Moi, je serais peut-être une voix un peu discordante dans ce débat. Je pense qu'il y a eu deux phases. Il y a eu ce syndicalisme qui a permis l'émancipation du peuple de Guinée, qui a permis à la Guinée d'être indépendante. Comme dans d'autres pays africains, dans beaucoup d'autres pays africains. Puis il y a eu ce syndicalisme-là qui a quand même été un peu, je dirais, manipulés, je dirais, par les pouvoirs en place pour servir leur cause, entre guillemets. Il y a eu aussi, quand vous n'avez pas un syndicat indépendant qui puisse s'opposer au pouvoir central, vous n'avez pas les garanties d'une réelle démocratie. Et c'est ce qui s'est passé en Guinée, je dois le dire, et dans d'autres pays africains. Il y a eu cette tentation des pouvoirs en place de maîtriser justement ces syndicats-là pour ne pas subir des contestations sur le plan économique et social. Parce que si un pouvoir veut rester en place, la première chose à faire, c'est de contrôler les syndicats. Alors pour vous, un syndicat ne peut pas se revendiquer d'un courant politique ou d'un autre? Il peut se revendiquer d'un courant politique, mais je pense réellement qu'un syndicat doit être au-dessus de la mêlée. Et quels que soient les acteurs politiques, il doit faire un compte-rendu de l'état de la situation des travailleurs en Guinée, des problématiques qui se posent. Je pense que le syndicat a cet objectif d'être au-dessus de la mêlée et quels que soient les acteurs politiques, d'exposer les problèmes. Si les acteurs politiques sont, je veux dire, intéressés par les revendications des syndicats, c'est très bien. Maintenant, je pense que voilà, politiser, c'est vrai, un mouvement syndical, ça reste très complexe parce qu'on peut justement accuser ces syndicats, ça peut être dangereux, voilà, d'avoir une collusion avec le pouvoir central ou d'autres partis. Daouda? Oui, Amira, parce que, bon, juste une petite précision, c'est-à-dire qu'un syndicat, à mon sens, ne peut pas avoir de coloration politique dans sa forme. Pourtant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui très souvent. Oui, alors il faut distinguer deux choses. Il y a les syndicats, il y a les personnes qui militent dans les syndicats. Les leaders qui militent dans les syndicats sont des citoyens libres. Ils peuvent adhérer à tel ou tel parti politique. Ça c'est tout à fait normal. On ne peut pas leur interdire. Maintenant, le syndicat lui-même, en tant qu'entité juridique, est conçu pour la défense des intérêts professionnels, moraux, etc. Voilà, des travailleurs. Donc ces différences me paraissent quand même importantes. Maintenant, en Afrique, souvent dans certains pays, la ligne de démarcation est difficile à tracer effectivement. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.